Bonjour à tous, merci d'écouter François. L'Express a-t-il censuré Idriss Aberkane le 22 juillet dernier? Deux journalistes de l'Express, Victor Garcia et Alix L'Hôpital, ont publié un article à charge contre l'auteur du livre Libérez votre cerveau. Pour préparer cet article, les deux journalistes ont interviewé Idriss Aberkane par visioconférence. Pourtant, dans le texte final, ils n'ont mentionné aucune citation parmi les réponses qu'il leur a données. L'essayiste les avait prévenus qu'il enregistrait cet entretien et qu'il prévoyait de le diffuser dans le cadre d'une enquête qu'il mène. Victor Garcia lui a alors fait savoir qu'il l'interdisait de diffuser cette vidéo. Suite à leur échange, ils lui ont notamment envoyé un courrier pour le lui rappeler. Or, aucun argument juridique ne semble permettre l'interdiction de la diffusion d'une information. Idriss Aberkane nous a donné cette vidéo afin de savoir si nous pouvions la diffuser. Nous avons décidé de publier cet entretien en vertu de la charte de Munich afin que les spectateurs aient l'information. Cette charte est aussi appelée la Déclaration des droits et des devoirs des journalistes. Son article premier est le suivant, je cite, « Respecter la vérité, quelles qu'en soient les conséquences pour lui-même et ce en raison du droit que le public a de connaître la vérité. » Fin de citation. C'est une décision que nous avons prise, non pas pour prendre le parti d'Idriss Aberkane, mais en vue d'alerter sur les pratiques journalistiques employées par ce média, dans le cadre notamment de leurs interviews avec leurs invités. Nous vous laissons vous faire votre propre avis avec cette vidéo. Voici l'entretien d'Idriss Aberkane avec l'Express. Alors, c'est bon, vous êtes tous deux conscients que vous êtes enregistrés. Oui, vous nous avez prévenu. Hein. Très bien. Vous êtes tous deux conscients que cette interview sera publiée. Pardon? Vous êtes tous deux conscients que cette interview sera publiée. C'est-à-dire? Elle sera publiée. Je procède à un enregistrement. Vous allez être publié, c'est normal. Alors, en fait, nous, on vous a donné l'autorisation pour enregistrer cette interview, pas pour la diffuser sur les réseaux sociaux pour en faire une utilisation commerciale. Hein. Ah non, ce ne sera pas commercial. Alors là, vous avez ma garantie que pas un centime ne sera généré avec cette vidéo. Mais bon, les choses étant données, vous êtes donc enregistré et je suis ravi de répondre à vos questions. Oui, Cela dit, avant de juste, commencer... on va quand même se mettre d'accord sur un point. On n'est pas d'accord pour faire la diffusion de cette interview sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou que sais-je. Hein. En fait, on enregistre, c'est pour que vous ayez la certitude que ce qu'on écrit est conforme à ce que vous nous avez dit et que si jamais il y a le moindre souci, de toute manière, on vous enverra vos citations pour les faire relire et pour que vous soyez d'accord, mais que si jamais il y a le moindre problème, là, chacun a ses preuves et dans ce cas, il n'y a aucun problème. C'est pour ça, hein, l'enregistrement, on est d'accord? Non, écoutez, l'enregistrement, c'est aussi une interview que je réalise de vous. L'objectif est d'étudier votre déontologie journalistique et vos pratiques. Et donc, cet enregistrement est conçu spécifiquement pour étudier dans quelle mesure vous allez être fidèle, par exemple, à la charte de Munich. Et je vous prends pas en traître. Non, mais je comprends, vous nous dites ça. Ça aurait été mieux que ce soit clair directement dans les mails. Mais OK, en fait, c'est nous qui procédons à une interview. Là, c'est nous qui sommes journalistes. Vous voyez, on va pas inverser les rôles. Mais il n'y a aucune inversion. Vous êtes tenu à la réciprocité et vous devez rendre des comptes de ce que vous écrivez et de ce que vous dites. C'est normal. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'exceptionnel à ça. On est d'accord. Alors, figurez-vous que c'est absolument la première fois que j'interviewe quelqu'un et qui nous dit non, mais en fait, je vais aussi vous interviewer pendant cette interview. Alors, rassurez-vous, je ne vais vous poser qu'une seule question, Victor Garcia, ce sera la seule et ensuite je répondrai uniquement à vos questions. Comme ça, on est bien. J'ai une seule question à vous poser. Victor Garcia, vous sentez-vous en conflit d'intérêts patent étant donné vos liens très proches avec les réseaux dits zététiciens sur Internet? Pensez-vous que vous pouvez mener cette interview d'une façon neutre? Je vous écoute, c'est la seule question que je vous pose. Et vous savez, vous avez même le droit de la fuir, cette question. Écoutez, je n'ai pas de conflit d'intérêt patent avec qui que ce soit. D'accord, donc vous estimez que vous n'avez pas de conflit d'intérêt, c'est votre réponse. Je n'ai pas de conflit d'intérêt, je me sens parfaitement compétent pour mener cette interview de manière neutre, tout à fait. D'accord, vous sentez donc que vous allez mener cette interview d'une manière neutre et c'est votre déclaration. Voilà. Parfait, alors je vous écoute et je vais répondre à vos questions avec un grand plaisir. Très bien. Donc, nous, on a une première question. On va le mener, cet entretien, avec Alix aussi, qui est ici présente. Et la première question est très simple. Hein, c'est selon vos titres, vous êtes chercheur, vous êtes essayiste, neuroscientifique, coach en développement personnel, hyperdoctor. Quelle est la présentation que vous souhaitez, que vous préférez lorsqu'on vous présente, lorsque des médias vous présentent? Essayiste, c'est très bien.
D'accord. Alix, est-ce que tu es avec nous? Tu veux enchaîner avec la suite des questions? Bonjour. Oui. Écoutez, pour commencer, vous abordez le champ du développement personnel par le prisme des neurosciences. Et donc, nous, on se demandait en quoi est-ce que vous considérez que c'est pertinent, alors que la plupart de vos spectateurs sont sans doute pas des experts de cette discipline. Alors, je veux être sûr que j'ai bien compris la question. Vous me demandez s'il est normal de vulgariser à des non-experts. Est-ce que c'est ça votre question? Partant du principe que vous considérez que vous vulgarisez, oui. Oui, c'est ce que je fais. Donc, est-ce que vous pensez du coup que c'est normal de vulgariser à des non-experts? La réponse est oui. Oui. Et également l'intérêt de faire ça sur les neurosciences, c'est-à-dire d'aborder le champ du développement personnel par le prisme des neurosciences. Selon vous, en quoi est-ce que ça apporte quelque chose de plus par rapport à d'autres méthodes de développement personnel, parce qu'il y en a énormément, et vous avez choisi plutôt ce créneau-là, donc faire le lien entre neurosciences et développement personnel, et en quoi est-ce que c'est pertinent, en quoi est-ce que ça apporte quelque chose de neuf ou de nouveau ou d'intéressant par rapport aux autres méthodes en fait. Je vulgarise des neurosciences. Maintenant, il y a des applications à la vulgarisation des neurosciences qui plaisent au domaine du développement personnel. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que vous avez des psychologues cliniciens, comme je pense à Jordan Peterson, qui est donc psychologue clinicien de formation et de pratique, qui plaît au développement personnel. Vous avez les travaux de Ramachandran, qui plaisent, qui est un neuroscientifique, qui, pour le coup, lui, fait de la recherche à temps plein, qui plaisent au développement personnel. Moi, je vulgarise les neurosciences, et j'ai toutes les compétences pour le faire. Il se trouve que le développement personnel aime les neurosciences. Mais ça, c'est pas moi qui l'ai choisi. Le domaine du développement personnel aime les neurosciences. Je vais vous donner un autre exemple. Mon dernier livre est sur la sociologie de l'intelligence artificielle. Il a été numéro 1 des ventes en sociologie du travail. Et donc, sur Amazon, quand ce livre est numéro 1 des ventes en sociologie du travail, je ne suis pas responsable de cela. On est bien d'accord. Moi, j'ai écrit un livre sur l'intelligence artificielle et ses conséquences sur la société. C'est ce qui est écrit dans l'essai. Je vulgarise les dernières découvertes scientifiques sur l'intelligence artificielle, mais à partir de là, si jamais c'est l'audience sociologie du travail ou sociologie marxiste ou analyse hegelienne qui décide de s'en emparer, ça échappe complètement à l'auteur. Moi, je vulgarise les neurosciences et je vais continuer à le faire. Très bien. Écoutez, nous, on a donc deux neuroscientifiques qu'on a interrogés au sujet de votre formation qui est sur Mentor Show, et eux estiment que les liens que vous faites entre développement personnel et neurosciences dans vos formations sont, je les cite, un emballage neuroscientifique destiné à impressionner les spectateurs, et que le lien entre les expériences scientifiques que vous citez et le développement personnel n'est pas forcément évident, et qu'il est établi par des analogies, je cite, qui relèvent du grand écart. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a rien de scientifique dans cette opinion. Vous avez une opinion qui est libre, et ces deux personnes anonymes ont tout à fait le droit de porter cette opinion, mais il n'y a aucune démonstration dans ce qu'elles viennent de décrire. Pire que cela, si les neurosciences, s'ils procédaient d'un grand écart quand on appliquait des découvertes des neurosciences ou de la neuropsychologie à la vie de tous les jours, eh bien, pourquoi les appliquerait-on, par exemple, en éducation? Pourquoi y aurait-il un conseil scientifique de l'éducation en France? Pourquoi y aurait-il un neuroscientifique, Stanislas Dehaene en particulier, nommé à ce conseil scientifique de l'éducation en France? Pourquoi aurait-il nommé sa femme, Ghislaine Dehaene, à ce conseil de l'éducation, sa femme étant neuroscientifique aussi? Si il est exact qu'il existe tout à fait légitimement une question, par exemple, sur ce qu'on appelle la théorie du un pont trop loin. C'est une interprétation sur l'utilisation des neurosciences en éducation. Et j'y souscris en plus à cette théorie, j'y souscris tout à fait. La théorie du pont trop loin, en référence donc au roman de Cornelius Ryan sur l'opération Market Garden, est la théorie qui considère que amener un neuroscientifique en éducation peut être aussi illégitime que d'amener un physicien sur un stade de foot. Et oui, pour être tout à fait honnête, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que quand je vulgarise, moi, des découvertes de neurosciences, c'est pour des enseignants, mais ce sont eux qui ont le dernier mot. Ce sont les enseignants. Alors, ça peut être des enseignants dans le public ou dans le privé, ça peut être des coachs, car je suis plutôt formateur de coach, je ne suis pas du tout coach moi-même, jamais coaché personne. Mais quand je forme quelqu'un, ça par contre, j'enseigne depuis très longtemps. J'ai donné ma première conférence à 17 ans et j'ai donné mes premiers cours de soutien à 19 ans à l'université avec l'association Welcome à Paris-Saclay. Quand j'enseigne,
je considère bien entendu que c'est la personne à qui j'enseigne qui a le dernier mot. Elle se forme, elle est responsable de sa formation. Donc, quand on forme un professeur avec des neurosciences, selon moi, c'est tout à fait exact de dire que c'est à lui d'avoir le dernier mot. Et c'est ce qui fait, par exemple, que selon moi, Seguin Alvarez est beaucoup plus légitime qu'un neuroscientifique qui n'a pas enseigné ou très peu pour parler d'application des neurosciences à l'enseignement. C'est exact. Mais donc, si cette théorie du pont trop loin, ce qui semble être rigoureusement la théorie sous-jacente à l'opinion que vous venez de citer, j'insiste, ce n'est qu'une opinion, il n'y a pas de démonstration dans la phrase que vous venez de me transmettre, peut-être qu'il y avait des démonstrations dans d'autres éléments de votre interview, mais pas dans cette phrase. Eh bien, si cette théorie sous-jacente, qui est la théorie du pont trop loin, est vraie, et j'y souscris, pourquoi mettre Stanislas Dehaene au Conseil scientifique de l'éducation en France? Juste pour être sûr d'avoir bien compris, quand vous dites, quand vous parlez de formation, etc., de professionnel, la formation en question sur Mentor Show, elle est destinée à qui? C'est Mentor Show qui, en l'occurrence, ce sont eux qui font le ciblage marketing. Mais moi, quand je fais une formation, je la dédie principalement, enfin, je la dédie non, tout le temps aux professionnels. Vu le prix auquel Mentor Show vend ses formations, c'est vraiment fait pour moi, pour des professionnels. D'ailleurs, je le dis à plusieurs reprises, dans plusieurs de mes conférences et dans plusieurs de mes formations. D'accord, très bien. Victor, tu veux enchaîner peut-être? Votre Allô, micro était... vous m'entendez? Ouais, je vous écoute. Oui, vous disiez que c'était une opinion et que ça manquait d'exemples. Il citait un exemple concernant une des expériences que vous citez dans votre formation. Alors, elle remonte un peu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais vous citez une expérience sur stimulation électrique sur la langue pour reconstituer, enfin pour simuler la plasticité du cerveau et ainsi retrouver la vue, une forme de vision chez des personnes aveugles. Lui, un des spécialistes qu'on a interrogé, ils ne sont pas anonymes. Il y aura, dans l'article qu'on a prévu, leur nom seront là, c'est deux neuroscientifiques. Donc, c'est pas ils parlent. Allez, faites votre démonstration, je vous en prie. Donc, ils disent, en fait, selon lui, il dit le passage est assez emblématique, ce passage-là de votre approche. Quand vous présentez donc l'expérience sur les simulations électriques de la langue qui redonnerait une forme de vision à des patients aveugles, il dit l'exemple est spectaculaire, mais les limites ne sont pas vraiment pointées. L'expérience ne vise pas. Je n'ai pas entendu. L'exemple est spectaculaire, oui, mais les limites ne sont pas vraiment pointées. L'expérience ne vise pas à recouvrer la vue. Et il dit, encore, je le cite encore, il enrobe le tout par une métaphore suggérant que le cerveau est si plastique que l'on pourrait le changer complètement et le libérer. Là, c'est lui qui vous cite. Sauf que le rapport avec les données des études citées est très lâche. La généralisation et la conclusion relèvent de la contorsion. Donc ça, c'est un exemple assez concret sur une des expériences dont vous parlez. Victor Garcia, je voudrais vraiment être sûr. Est-ce que vous êtes scientifique vous-même? Absolument pas, non. Voilà, donc c'est très facile. Journaliste scientifique. Vous n'êtes pas scientifique de formation, vous n'avez pas pratiqué la science. Il n'y a pas de honte à ça. Mais oui ou non, vous n'avez jamais pratiqué la science de votre vie, oui ou non, Victor Garcia? Ça dépend ce que vous entendez par pratiquer la science. Étant donné que je suis journaliste scientifique, il m'arrive, j'écris quasiment tous les jours sur ces sujets-là et je parle à des scientifiques. D'accord, vous commentez la science. Je veux dire, quelqu'un qui est dans les tribunes n'est pas footballeur, on est bien d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Ok. Donc, vous êtes comme l'équivalent d'un commentateur sportif par rapport à un footballeur vis-à-vis d'un scientifique. Très bien. Donc, du coup, je regrette de vous le dire, il est assez facile de vous embrouiller, quoi. Là, la phrase qu'on vous a transmise, spectaculaire, emblématique, contorsion, mais ce n'est pas des termes scientifiques, ça. Il n'y a rien du tout. J'ai cité les expériences de Bakirita, d'ailleurs, c'était le terme exact, donc c'est le grand neuroscientifique Bakirita. J'ai mentionné qu'elles existaient. J'ai fait mon travail de vulgarisateur en spécifiant que ces expériences étaient remarquables et qu'elles existaient. En aucun cas, je n'ai dit que ces expériences montraient que l'on pouvait libérer votre cerveau. Ça, c'est le titre d'un essai par ailleurs, mais en aucun cas, je ne fais ce lien. Ça, pardonnez-moi, mais c'est une embrouille rhétorique que fait la personne que vous avez interviewée. Et vous, en tant que journaliste, vous auriez dû ne pas vous y laisser prendre. Mais bon, je vous aide. Vous n'auriez dû ne pas vous y laisser prendre. C'est une embrouille, il n'y a pas de lien, ni dans mes conférences, ni dans mes livres, qui dit, alors, Bakirita a réussi à faire une prothèse visuelle remarquable, une des plus avancées au monde à l'époque, ça c'est un fait, donc vous pouvez libérer votre cerveau. Non, je n'ai jamais fait cette phrase, je ne l'ai jamais transmise, et ça, écoutez, Victor Garcia, vous vous êtes fait un peu promener.
Mais bon, c'est ça la différence entre la science et l'opinion. Des scientifiques peuvent avoir une opinion, mais une opinion portée par un scientifique reste une opinion. En science, on fait des démonstrations rigoureuses qui enchaînent des arguments précis, et l'enchaînement peut être répété. Quand on agite des mots, ce qu'on appelle des buzzwords emblématiques, spectaculaires, on ne fait pas de science. Ce n'est pas de la science. S'il s'agit de vulgarisation, et moi j'en fais, alors oui, je reconnais que le wow effect est très important. Et bien entendu, quand on vulgarise, on ne choisit pas des expériences ennuyeuses. Mais ça, vous le saviez déjà de toute façon. Donc, vous considérez que ces personnes qui sont neuroscientifiques, qui sont des personnes diplômées, qui ont publié des études dans des revues à comité de relecture, qui portent une analyse sur vos études, enfin sur vos formations, plutôt sur vos cours, et avec une vision assez critique, ça relève uniquement de l'opinion et qu'on ne peut pas y accorder de crédit et que non, ce serait fait embrouiller et promener. Mais non, Victor Garcia, vous n'avez pas compris. Je ne juge pas les personnes. Vous me transmettez une phrase précise. Peut-être que les personnes que vous citez ont fait une analyse rigoureuse. Mais si vous, Victor Garcia, journaliste, vous décidez que le fleuron de leur analyse, vous parlez d'analyse pour l'instant, rien n'est prouvé en matière analytique dans ce que vous m'avez transmis. Il n'y a rien d'analytique. Il y a des opinions, certes intéressantes, et puis libres. De toute façon, ils ont le droit d'avoir les opinions qu'ils veulent. Mais il n'y a pas une analyse dans ce que vous m'avez transmis. Évidemment, je ne parle que de ce que vous m'avez transmis. Je n'ai pas de boule de cristal, Victor Garcia. Je ne peux pas lire à l'avance ce que les personnes que vous avez interviewées ont écrit. On est bien d'accord là-dessus. Par contre, si vous, en tant que journaliste, vous êtes censé m'exposer le fleuron de leurs arguments, et en plus vous êtes journaliste scientifique, affilié ou proche des milieux zététiciens, donc vous êtes censé tout de même me livrer la quintessence de l'argumentation de ces personnes. Ce que vous m'avez livré, laissez-moi finir, Victor Garcia. Ce que vous m'avez livré, vous m'accusez en fait. Mais pas du tout. Je vous dis juste que, journalistiquement parlant, vous avez une demi-heure avec moi, vous êtes censé, ça je vous le dis, ce n'est pas une accusation, je vous le dis, vous êtes censé me livrer la quintessence argumentative de ce qu'ils ont transmis. Dans ce que vous venez de me livrer, je vous le répète, il n'y a pas l'ombre d'un argument scientifique. En revanche, il y a des opinions libres, et ça c'est très bien. Du reste, et pour conclure, ce que vous venez de me dire, est-ce que vous pensez que des personnes qui soumettent dans des journaux à comité de lecture ne sont pas sérieuses? Encore une fois, je n'ai jamais dit ça. Cependant, vous avez déployé, ce faisant, un argument d'autorité. Et ce n'est pas à vous, Victor Garcia, que je vais apprendre que l'argument d'autorité est un des pires des sophismes qui puissent exister. Dire A a publié des publications à comité de lecture d'un côté, et du coup, A produit l'opinion B, et ces publications, qui n'ont rien à voir avec l'opinion B, valident l'opinion B. Eh bien ça, Victor Garcia, c'est un argument d'autorité, c'est un sophisme. En aucun cas, le fait que des personnes que vous interviewez aient fait des publications scientifiques ne démontre que toutes leurs opinions sont correctes et scientifiques. C'est dur d'avoir une démonstration scientifique, c'est dur de produire une analyse scientifique, et je vous le répète, dans ce que vous m'avez transmis, il n'y avait pas l'ombre d'un argument scientifique. Très bien. Donc, vous présentez aussi la neuroergonomie dans vos cours comme une science assez révolutionnaire qui permet en tout cas d'améliorer les performances cognitives, la mémoire, la concentration. Vous citez la technique du palais, etc. Vous parlez même d'améliorer le bien-être en général dans la formation de 4h20 qui assure Monitor Show. Pareillement, on a posé la question donc, à ces chercheurs qui connaissent bien le domaine et qui nous dit qu'il s'agit d'un domaine assez confidentiel jusqu'à maintenant, la neuroergonomie, et dont le niveau d'applicabilité est assez bas. Enfin, il y a assez peu d'études qui ont été publiées sur le sujet, et celles qui ont été publiées, les résultats sont assez décevants selon eux. Pourquoi est-ce que toutes ces limites-là, qui sont assez connues, pourquoi est-ce que vous estimez qu'au contraire, c'est quelque chose qui va permettre d'améliorer les performances cognitives comme vous le présentez dans votre présentation? Et j'ai une deuxième question qui peut venir après. Gardez la deuxième question pour tout à l'heure, il faut que je me concentre sur votre première, faisons ça rigoureusement. Alors, la neuroergonomie, donc on va prendre l'argument des personnes que vous avez interviewées, et pardonnez-moi, on va le démolir. Donc, vous êtes au clair avec ça, de toute façon, c'est une interview. Donc, vous me soumettez un argument, et je vais passer cet argument au stylo rouge, et je vais le détruire. Bon, c'est comme ça fait partie de la règle du jeu. La neuroergonomie, si elle n'était pas appliquée, elle n'aurait pas été confiée par l'US Air Force à Raja Parashuraman. Le but précis du mandat que l'US Air Force a confié à Raja Parashuraman, le père de la neuroergonomie,
était d'augmenter les performances cognitives des pilotes. Donc, peut-être que par argument d'autorité, vous me dites que les personnes que vous citez sont compétentes dans ce domaine, mais encore une fois, je ne juge pas les personnes, je juge les arguments. L'argument que vous me transmettez est simplement fallacieux. Faux, si vous voulez, pour ne pas utiliser de jargon. L'argument que vous me transmettez est faux. La neuroergonomie a été inventée pour améliorer les performances cognitives. C'est son métier. Raja Parashuraman a été sélectionné par l'US Air Force pour améliorer les performances cognitives des pilotes, une performance cognitive en particulier, les temps de réaction. Et encore une fois, si la neuroergonomie ne pouvait pas améliorer les performances cognitives, expliquez-moi 5 minutes pourquoi quand on tape Stanislas Dehaene sur Google, on voit 13 conseils pour mieux apprendre par Stanislas Dehaene. On voit des conseils pour bien mémoriser par Stanislas Dehaene. On voit Stanislas Dehaene, nous avons besoin d'un Netflix pédagogique. Si la neuroergonomie ne pouvait pas être appliquée, eh bien pourquoi toutes ces personnes-là donneraient des conseils en se basant sur elles? Ça réfute complètement l'argument que vous me transmettez. Encore une fois, rien de personnel avec les personnes que vous citez. Moi, on me soumet des arguments, je les démonte. Enfin, concernant le fait que les expériences de neuroergonomie soient décevantes, mais c'est tout à fait faux. Je ne sais pas qui vous a dit ça. Vous pouvez sélectionner des expériences décevantes et vous en avez tout à fait le droit. Mais quand vous regardez, par exemple, ce qui se passe quand on met des sujets présumés racistes en réalité virtuelle et qu'on voit que leurs biais, leurs associations racistes disparaissent en quelques semaines, j'appelle pas ça du tout une expérience au résultat décevant. Au contraire, c'est une expérience au résultat spectaculaire. C'est même pour ça que j'en parle. Et puis, concernant la neuroergonomie en général, il faut bien comprendre qu'elle est majoritairement technologique, c'est-à-dire industrielle. Et c'est-à-dire qu'elle fait non pas l'objet majoritairement de publications à comité de lecture, mais plutôt l'objet de dépôt de brevets dans le meilleur des cas, c'est-à-dire dans le monde civil, et dans le pire des cas, de procédés entièrement secret défense, comme la majorité des travaux de Parashuraman. Maintenant, si vous tapez dans Google Scholar Raja Parashuraman, ce que vous auriez dû faire avant de commencer cette interview, eh bien, vous verrez une liste considérable de publications à comité de lecture qui ne sont pas, je le regrette, décevantes. Deuxième question, s'il vous plaît. Eux, ils ne disaient pas que c'est inutile. Ils disent qu'il s'agit surtout d'applications, que c'est un domaine où ils visent l'application cerveau-machine. Donc, en fait, ils ne sont pas du tout en train de dire que c'est inutile. C'est pas ce que je vous disais. Ils disent simplement que les résultats. J'ai pas dit inutile. Simplement que les résultats. Vous avez dit décevant. Soyons exacts sur les termes qu'on a utilisés. Je suis comptable des mots que j'utilise. Vous êtes comptable des mots que vous utilisez. Vous avez utilisé décevant. J'ai démonté l'argument sur décevant. Ils disent qu'il s'agit surtout d'applications cerveau-machine, qu'on est plus dans le domaine de l'ingénieur que celui du développement personnel. Ils n'attaquent pas la science en elle-même, ils ne disent pas que la neuroergonomie est nulle. Ils trouvent que globalement, peut-être qu'un jour, elle sera très intéressante. Ils disent que jusqu'à maintenant, c'est assez confidentiel et que le niveau d'applicabilité est assez bas, que peut-être qu'elle pourra se développer, mais pour le moment, ils jugent que ce n'est pas une science qui est révolutionnaire. Pour l'instant, ils ne sont pas en train de dire que ce sera nul plus tard. Et ils disent aussi qu'ils voient mal le lien entre des interfaces humain-machine et le développement personnel pour améliorer le bien-être, etc. C'est ça qu'ils disent en fait. Je regrette qu'ils voient mal ce lien, puisqu'encore une fois, s'ils avaient étudié Raja Parashuraman de façon approfondie, comme je l'ai fait dans ma thèse à l'école polytechnique, donc vous savez, quand on fait une thèse, on est considéré comme un expert du domaine. J'ai fait une thèse industrielle sur la neuroergonomie du knowledge management, et je vous confirme que dans les travaux de Raja Parashuraman, il y a des choses applicables. Il y a des leçons applicables. Et donc, si ces personnes ne comprennent pas, d'une part, en quoi la neuroergonomie est révolutionnaire, alors que l'US Air Force y a consacré littéralement des dizaines, des centaines de millions de dollars, et qu'elle a été satisfaite du résultat, d'une part. Et d'autre part, qu'elle considère que la neuroergonomie ne peut pas améliorer les temps de réaction, eh bien, je suis assez consterné par leur niveau scientifique. Vous m'avez dit que l'US Air Force, ça, combien vous m'avez dit? J'ai pas pu consacré au minimum, de tête au minimum. Ben, c'est pas compliqué. Le casque, le simple casque du F-35 coûte autour de 450-500 000 dollars à l'unité. Le casque, l'interface homme-machine du casque du pilote de F-35 coûte ce prix-là. Et rien qu'en termes de R&D, pour ce casque en particulier, je pense qu'on est de l'ordre de la centaine de millions de dollars, juste pour ce casque. Si on considère depuis l'époque où Raja Parashuraman a inventé la neuroergonomie, puisqu'il peut être considéré comme son père, eh bien, je pense que je ne serais pas surpris que ce soit un demi-milliard de dollars qui a été investi dans différentes applications qu'on doit considérer comme neuroergonomiques parce que leur seul et unique but dans la vie est d'améliorer le temps de réaction des pilotes dans différentes situations comme la fatigue extrême, le stress extrême, etc. Eh bien, en tout cas, des personnes qui ont davantage de skin in the game, pour citer Nicolas Taleb, Nassim Nicolas Taleb, que les personnes que vous avez citées ont considéré que la neuroergonomie était tout à fait satisfaisante, j'insiste,
pour améliorer les temps de réaction des pilotes. Et qu'en est-il du bien-être et du lien que vous faites avec le développement personnel? Parce qu'il y a quand même ça, vous allez améliorer votre concentration, vous allez améliorer votre mémoire et votre bien-être aussi, parce que finalement, c'est aussi ça, un développement personnel. C'est pour améliorer les bonnes sensations des personnes qui se sentent mieux dans leur vie, en fait. C'est quand même une application. Vous, dans votre formation, c'est une application un peu plus globale. Attention, je vous arrête tout de suite. Non. Là, vous faites une extrapolation. Encore une fois, l'extrapolation n'est pas une argumentation. Restons sur les faits. Une personne peut se sentir frustrée parce qu'elle n'arrive pas à mémoriser suffisamment facilement. Une personne peut se sentir frustrée parce qu'elle n'arrive pas à organiser son agenda. Une personne peut se sentir frustrée parce qu'elle n'arrive pas à gérer sa motivation et oui, à faire en sorte qu'elle soit suffisamment motivée pour apprendre quelque chose. Eh bien, dans ce cas-là, oui, on parle de bien-être si vous résolvez ces problèmes. Vous avez une personne qui considère, qui déclare, moi je suis frustré, je n'arrive pas à apprendre assez vite, je n'arrive pas à me motiver quand je me lève le matin. Je n'arrive pas à faire en sorte d'organiser mon temps d'une façon efficace. Ah oui, si vous résolvez ces problèmes pour la personne, vous avez amélioré son bien-être, c'est une évidence. Mais c'est le but, c'est le propre des technologies que d'améliorer le bien-être. Ça que je ne comprends pas. À la manière dont vous tournez votre question, on pourrait croire là aussi que je procède d'un pont trop loin. Et encore, un pont trop loin au passage, pardonnez-moi, mais c'est vraiment une théorie que vous auriez dû connaître avant de venir me voir. Cependant, bon, je suis ravi de vous l'avoir transmise. J'espère qu'elle se retrouvera dans votre article. Eh bien, vous laissez entendre que je procède d'un pont trop loin dans mon argumentation, en disant, voilà, bon, on a les temps de réaction d'un côté et vous allez vous sentir mieux d'un coup. Mais pas du tout. Pas du tout. Et donc, je dois immédiatement m'inscrire en faux par rapport à certains raccourcis pseudo-argumentatifs, pardonnez-moi, que vous faites, parce que c'est un raccourci pseudo-argumentatif, de dire, vous parlez de neuroergonomie d'un côté, et ensuite les gens vont se sentir mieux de l'autre. Mais non, il y a un enchaînement logique et rigoureux, contrairement aux arguments que vous m'avez soumis. Et dans cet enchaînement logique et rigoureux, eh bien, il y a, oui, toutes les technologies, mon cher Victor Garcia, sont faites pour alléger la souffrance humaine, sauf les technologies militaires, justement, tout le paradoxe de la neuroergonomie étant qu'on améliore en quelque sorte le bien-être d'un pilote, mais qu'évidemment, le bien-être de ses cibles va être réduit. Eh bien, les technologies, pour conclure Victor Garcia, sont faites pour alléger le fardeau humain. Et c'est une trivialité. Et je n'arrive même pas à comprendre, à entendre, dans le sens de l'entendement, que vous n'ayez pas une compréhension parfaite de ce fait. Quand on vulgarise les neurotechnologies, on vulgarise des technologies, et les technologies, dans leur immense majorité, Victor Garcia, sont faites pour alléger le fardeau humain. Très bien. Moi, je suis là en fait pour vous donner l'occasion de répondre aux critiques qui ont été faites, pas pour sous-entendre. Mais vous faites des sous-entendus. Je suis obligé de les décortiquer. Vous avez le droit de le penser. Vous avez le droit de le penser. Tout à fait. J'avais une autre question. Est-ce que vous avez publié des articles scientifiques sur la neuroergonomie spécifiquement, pas des neurosciences en général, mais est-ce que vous avez publié dans des revues scientifiques à comité de lecture ou peut-être dans des choses top secrètes qui n'ont pas été diffusées dans le milieu industriel? Je ne sais pas, est-ce que vous avez publié des études, est-ce que vous avez fait des travaux scientifiques sur la neuroergonomie? Et si oui, est-ce que vous pouvez me citer des études? Oui, bien évidemment, j'ai fait des travaux scientifiques sur la neuroergonomie, mais il y a une certaine confusion de votre côté. Deux confusions que je vois dans votre question. La première confusion, vous me dites, est-ce que vous avez fait des choses top secrètes mais publiées? Alors, bon, désolé Victor Garcia, en fait, ce qui est top secret, par définition, n'est pas publié. Ensuite, et donc on n'en parle pas, Ensuite, vous essayez de sous-entendre que la neuroergonomie se fait majoritairement dans des revues à comité de lecture. Et ça, c'est inexact. Non, j'essaie rien de sous-entendre. Je vous pose une simple question qui est-ce que vous avez publié alors, pardonnez-moi. C'est juste ça. Non, mais je vais vous faire mes excuses. Vous n'avez rien sous-entendu. Vous êtes parfaitement au clair avec la réalité de ce que la neuroergonomie n'est pas faite majoritairement dans les revues à comité de lecture. Victor Garcia, oui ou non? Est-ce que vous pouvez simplement répondre à ma question? Répondez ou fuyez cette question. Vous avez le droit de fuir cette question, Victor Garcia. Est-ce que vous êtes au clair avec le fait que la neuroergonomie Je ne fais rien. Je vous ai posé une question et c'est vous qui donnez l'impression de la fuir puisque vous ne voulez pas répondre à mes questions. Non, mais moi, je vais y répondre. Je vais y répondre. Mais vous, Victor Garcia, est-ce que vous êtes parfaitement au clair avec le fait que la majorité de la neuroergonomie à l'heure actuelle n'est pas faite dans les revues à comité de lecture? Oui ou non? C'est simple comme question. Oui ou non? Est-ce que vous êtes au clair avec ce fait? Je veux bien répondre à votre question, après vous aurez répondu à la mienne si ça ne vous dérange pas. Bon, alors pas de problème. Du coup, je vais y répondre. Aujourd'hui, le plus grand chercheur en neuroergonomie, la plus grande entité qui fournit de la recherche en neuroergonomie, c'est Neuralink. Neuralink ne publie quasiment pas
dans des journaux à comité de lecture. Quasiment pas, de façon rarissime. Quelquefois, ils ouvrent leurs données, mais ils considèrent que leurs données sont propriétaires. Vous enchaînez avec, bien sûr, Google, Facebook, qui font de la neuroergonomie d'une façon abondante. Eux non plus ne publient pas leurs travaux. Maintenant, moi, j'ai publié quelques travaux, même si la majorité de ma recherche est industrielle, puisque ma thèse à l'école polytechnique était dans une convention CIFRE, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une thèse industrielle dont le métier et la livraison n'est pas dans des journaux à comité de lecture. Cependant, oui, d'abord comme analyste de données de magnétoencéphalographie à Cambridge, dans le laboratoire de Lorraine Tyler, et puis surtout en matière de publication avec Brian Moore. Alors évidemment, je ne suis cité que comme simple laborantin, et c'est normal, mais j'ai été laborantin en neuroergonomie, puisque la psychoacoustique est bien entendu une forme de la neuroergonomie. Elle travaille sur les implants, notamment les implants cochléaires. Et ça, c'est un travail dans lequel je suis cité comme, encore une fois, auteur laborantin, à tout seigneur, tout honneur, dans le Journal of the Acoustical Society of America. Vous ajoutez à cela différents travaux que j'ai faits en pédagogie. Je considère, et ça c'est clairement mon opinion, que Céline Alvarez a produit de la recherche, par exemple, et que quand on fait de la recherche en pédagogie, on fait de la recherche en neuroergonomie, quand elle est bien faite, mes toutes premières publications à comité de lecture, notamment dans les cahiers de la recherche pédagogique, en italien, et dans la CIEAM, Commission internationale pour l'étude et l'amélioration de l'enseignement des mathématiques, qui a été fondée par Jean Piaget, rien moins, mes premiers travaux étaient sur l'étude au travail des joueurs professionnels, leur façon de prendre des décisions et leur façon d'être motivés. Et puis, bien entendu, j'insiste, quand vous faites une thèse en neuroergonomie, vous êtes considéré comme, au moment de la soutenance de votre thèse, comme un expert international du domaine. Et c'est d'ailleurs ce que confirme le rapport de thèse qui signe bien neuroergonomie et qui est publié sur mon site. Et ce rapport de thèse, confirme que je suis, au moment de ma soutenance, un expert international, de par cette publication, au passage, puisque c'est une publication, en neuroergonomie. Donc, le JASA, différents travaux sur les neurosciences de l'éducation, et puis, bien entendu, mes travaux industriels par la suite, dont malheureusement, je ne peux pas vous parler davantage, mais dont il existe quelques extraits qui sont présentés dans ma thèse, qui est libre, et que vous pouvez consulter librement. Donc voilà, j'ai répondu à votre question. Petit 1, il n'est absolument pas, et j'insiste, absolument pas nécessaire d'avoir publié dans des revues à comité de lecture pour être légitime en neuroergonomie. Ah, j'ai oublié, j'ai aussi été reviewer pour la revue Virtual Reality. D'une part, donc, il n'est pas nécessaire d'avoir publié dans des revues à comité de lecture pour être légitime en neuroergonomie, sinon la moitié du staff de Neuralink serait illégitime, et ça, ce serait une contradiction argumentative qui serait dévastatrice pour l'argumentaire que vous essayez de développer. Ensuite, deuxième point, malgré le fait que ce ne soit pas nécessaire, malgré ce fait-là, oui, bien sûr, j'ai déjà publié à plusieurs reprises quelques petites études, certes modestes sur le plan académique, en neuroergonomie. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous envoyer les liens de ces études-là? Ah non, vous êtes journaliste, c'est à vous d'aller les chercher. Écoutez, je ne vais pas faire vos devoirs à votre place. Enfin, vous auriez dû les... Écoutez, avant même... J'essaie de chercher, j'ai rien trouvé. C'est pour ça que je suis étonné. Écoutez, c'est pas de ma faute si vous ne savez pas. C'est pas de ma faute si vous ne savez pas faire une recherche, mais vous n'êtes pas scientifique. Encore une fois, vous l'avez confirmé. Alors, vous allez sur Google Scholar, vous tapez Idriss Aberkane, vous épluchez un petit peu ce qui a été écrit, et ensuite vous trouverez. Mais bon, enfin, Victor Garcia, je ne vais pas faire votre travail à votre place. Soyons sérieux. Justement, sur Google Scholar, on ne trouve pas grand-chose de vous, si ce n'est rien. Mais... Alors, c'est tout à fait faux, et je suis désolé, là, vous reprenez sans doute un mythe de vos collègues zététiciens, avec lesquels, je rappelle, vous n'avez aucun conflit d'intérêt. Je viens de taper Idriss Aberkane dans Google Scholar, et là, bien entendu, je vois 3 pages de résultats. Donc, écoutez, vous allez faire vos devoirs pour une fois, et vous allez lire ces travaux que vous auriez dû lire avant cette interview, pardonnez-moi, vous allez les lire, et puis vous me direz ensuite ce qui est, par exemple, vous tapez ne serait-ce que Idriss Aberkane JASA, si vous les retrouvez avec Brian Moore, par exemple. Mais bon, vous cherchez, vous trouverez, mais encore une fois, je ne suis pas responsable de votre compétence, Victor Garcia. Cela dit, vous aviez dit que vous répondriez à ma question à l'issue de ma réponse. J'attends votre réponse. Êtes-vous, Victor Garcia, je vous répète la question, parce que neuroergonomie oblige, je dois prendre en compte notre mémoire bien limitée, je ne parle pas simplement de la vôtre, mais de la nôtre. Eh bien, Victor Garcia, étiez-vous au clair avant d'entamer cette interview avec le fait absolument irréfutable, Victor Garcia, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir publié dans des revues à comité de lecture pour faire de la neuroergonomie aujourd'hui, en témoigne notamment Neuralink. Je vous écoute. Écoutez, si c'est irréfutable, je ne crois pas que j'ai beaucoup de choix dans la réponse. Ah non, mais vous avez le droit de dire que vous le réfutez, vous savez, c'est comme ça que fonctionne la science. C'est pas l'avis des personnes à qui on a pu parler. Oui, c'est une opinion. Et vous l'avez très bien dit, ce n'est pas l'opinion. Et ces personnes ont le droit d'avoir les opinions qu'elles veulent.
Mais bon, lourde est la brique de Neuralink sur la tartelette aux fraises des opinions des personnes que vous citez. Question suivante. Moi, je me pose une question sur votre méthode CNELP, si je prononce bien. Euh, je me demandais si vous l'avez justement, étant donné que vous parlez de démonstration et que vous pour réprouver l'utilisation de sophismes, est-ce que vous l'avez prouvé scientifiquement, cette méthode? Alors, je ne comprends pas tout à fait votre question. CNELP, c'est un acronyme. C'est un acronyme. On est d'accord avec ça ou pas? Pour être sûr qu'on ne dérape pas la. Alors, l'utilisation des acronymes maintenant, en science, je veux dire, quand vous devez mémoriser quelque chose, l'utilisation d'un acronyme, c'est tout à fait trivial. On est d'accord aussi jusque-là. Sur le principe, oui. Oui, on est d'accord. Donc, vous me demandez si le fait d'utiliser un acronyme pour vérifier si les gens mémorisent mieux les éléments de cette méthode, je l'ai testé ou pas. Non, ce n'est pas ma question. Je vous demande si la méthode qui est appelée, qui s'appelle CNELP, donc qui est un acronyme, est-ce que la méthode que recouvre cet acronyme a été éprouvée scientifiquement? Oui, chacun des éléments a été éprouvé. Moi, je les vulgarise. Les réunir ensemble. Par exemple, le S, c'est subjectivité limpide. Bon, l'idée d'observer ces pensées, mais c'est une méthode qui est triviale. Moi, c'est le fait de rapprocher ces méthodes qui sont connues et complètement, vraiment, j'insiste, limite triviales en psychologie cognitive, en neurosciences. Observer son esprit au travail, bon, c'est la base de la thérapie cognitive. Donc, dans l'acronyme, je mets S pour subjectivité, pratiquer la subjectivité limpide. Observez votre esprit au travail, essayez d'être conscient du fait que vous avez des biais. Mais ça, c'est trivial. J'insiste, c'est même pas, on n'en est plus c'est le principe de la vulgarisation. En vulgarisation, en général, on n'essaye pas de vulgariser ce qui vient de sortir, on essaie de vulgariser ce qui est assez ancien. La pratique de la subjectivité limpide, qui est la façon de vulgariser concrètement la thérapie cognitive. Observer soi-même son esprit. Et c'est d'une trivialité sans nom, pardonnez-moi. Enchaîner ces pratiques individuellement sont recommandées dans différentes circonstances, que ce soit pour améliorer justement des performances de mémorisation, pour réduire l'impuissance apprise. Parce que oui, si vous prenez les travaux de Charis Nixon sur comment lutter contre l'impuissance apprise, bah oui, ces travaux ont été testés. Donc, ce que je pense là où il y a vraiment une confusion dans votre compréhension de la méthode CNELP, c'est la compréhension de ces briques. Chacune de ces briques a été testée. Que ce soit, par exemple, ignorer vos pairs, ça a été testé avec l'expérience de conformité de H et l'expérience de Milgram, qui sont de vieilles expériences, et l'expérience de la prison de Stanford. Vieilles expériences, l'expérience de la prison de Stanford, elle a 50 ans maintenant. L'expérience de Milgram, elle a 70 ans. Donc, alors, pardonnez-moi, je ne vous ai pas posé la question non plus, Alix L'Hôpital, est-ce que vous êtes scientifique? Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Malheureusement, mais vous êtes journaliste scientifique tout de même. Rassurez-moi. Je m'intéresse à ces sujets, mais je n'ai pas de spécificité particulière scientifique. Non. Ah d'accord, donc en fait… juste pour être sûr d'avoir bien compris, non mais je rebondis sur votre question. Vous me demandez si je suis scientifique. On part donc du principe que la méthode que vous prenez et la conférence en général à laquelle nous avons assisté est scientifique. On parle de science aujourd'hui. Et bien entendu, c'est de la vulgarisation scientifique, Alix L'Hôpital. Et les briques et les expériences que je cite, vous avez cité l'expérience de Bakirita, enfin, vous ne saviez pas que c'était Bakirita, mais vous avez cité cette expérience, c'est une expérience scientifique. Concernant donc l'expérience de Charis Nixon, c'est une expérience scientifique. L'expérience des yeux bleus et des yeux noirs, c'est une expérience scientifique. L'expérience de H, c'est une expérience scientifique. L'expérience de Milgram, c'est une expérience scientifique. L'expérience de Rosenhan, c'est une expérience scientifique. L'expérience de la prison de Stanford, c'est une expérience scientifique. Alix L'Hôpital. Alors, je ne suis pas responsable de votre culture scientifique, ou plutôt de son absence en l'occurrence, puisque vous ne connaissiez pas ces expériences. Mais ce sont les expériences… On peut rester quand même cordiaux, en fait, dans cet échange depuis tout à l'heure. On est tout à fait cordiaux. Vous sous-entendez que je depuis tout à l'heure, ça tourne dans un alors, espèce écoutez, d'agression qui ne sont pas respectueuses. On peut rester respectueux, en fait. Alors, vous sous-entendez, vous avez tout à fait raison. On ne sous-entend pas du tout, on vous pose des questions, on vous laisse y répondre. Ce serait bien que vous restiez respectueux dans vos réponses. Je vais être magnanime et je vais vous pardonner le fait d'avoir sous-entendu que nous ne faisions pas de science depuis tout à l'heure. Mais bon, non, pas du tout. Je vous explique pour qu'on soit au clair. Je ne vous demande pas d'excuses pour ça. Maintenant, de façon très concrète, les briques élémentaires des méthodes que je cite sont toutes ramenables à des expériences scientifiques qui sont simplement vérifiables. Et ces expériences scientifiques, je m'étonne, alors je ne vais pas dire que vous auriez dû les connaître, je m'étonne de ce que vous les ignoriez, c'est tout.
et je réponds bien volontiers à votre question. Si je vous pose la question, sincèrement, il n'y a aucun sous-entendu derrière. Je vous pose la question parce que au début de cette interview, vous avez parlé de démonstration pour parler de science. Et je m'interroge, étant donné justement que je ne suis pas une experte, donc je vous pose la question. Est-ce que vous considérez que dans votre méthode et dans ces conférences, vous faites des démonstrations ou est-ce que vous êtes dans l'application d'expériences scientifiques? Alors, encore une fois, soit c'est de la confusion de votre côté, soit, pardonnez-moi, mais il y a le rasoir Danlon, qui est un principe, bon, vous l'ignorez, mais c'est un principe qui considère qu'il ne faut pas attribuer à la méchanceté ce qui peut être attribué à l'incompétence. Alors, je ne vais pas considérer que vous êtes une personne fondamentalement méchante avec cet hôpital. Malheureusement, le rasoir Danlon est assez immédiat concernant les conclusions que je dois tirer. Les conférences que je transmets à l'X-Hôpital ne sont pas des soutenances de thèse. Dans mes soutenances de thèse, je procède à des démonstrations scientifiques. Oui, si vous y aviez assisté, vous auriez pu voir qu'il s'agissait de démonstrations scientifiques. De même, dans ma thèse, vous lisez ma thèse de neuroergonomie appliquée au knowledge management, et puis vous verrez qu'il sont pratiquées plusieurs démonstrations rigoureuses. Mais dans une conférence de vulgarisation à l'X-Hôpital, on ne fait pas une soutenance de thèse. Non, je dois être absolument péremptoire là-dessus. Ce n'est pas le but d'une conférence de vulgarisation, ce qui signifie que dans une conférence de vulgarisation, les démonstrations scientifiques, vous en parlez, vous citez des expériences rigoureuses, et c'est ce que je fais. Quand je cite des expériences sur l'immersion comme façon de lutter contre les biais racistes, je cite une expérience rigoureuse. Quand je cite l'expérience de conformité d'H, je cite une expérience rigoureuse, reproductible et vérifiable. Quand je mets ces différentes expériences dans un moyen mnémotechnique, qui est encore une fois d'une grande trivialité, soyons clairs, que j'appelle SENHELP, et dont chaque élément procède bien d'un lien avec une expérience reproductible précise en psychologie cognitive expérimentale, je fais de la vulgarisation. Maintenant, chacune des briques de cette méthode est liable, en effet, à une expérience reproductible, mais quand on fait de la vulgarisation, on ne réalise pas une expérience reproductible. Et je vais même aller plus loin que ça. Ce ne serait même pas déontologique. Si jamais d'aventure j'essayais de mener une expérience reproductible avec mon audience, par exemple, je collecterais, ce faisant, des données en vue d'expérimentation sans avoir leur accord. Ce que fait parfois Facebook, mais ce que moi, je me refuse à faire. Donc, je voulais clarifier cette confusion. Une conférence de vulgarisation, elle cite des démonstrations rigoureuses, mais elle ne procède pas de la présentation d'une découverte originale. En aucun cas. D'accord. Simplement pour être sûr d'avoir bien compris, parce que étant donné que moi je vous entends, hein, ces expériences, elles ont été menées et vous les regroupez sous un acronyme, vous en faites une méthode. Est-ce que cette méthode, avec toutes ces expériences mises bout à bout, en fait, si je comprends bien, enfin, vous les regroupez dans une méthode, est-ce que vous avez éprouvé cette méthode dans son ensemble? Évidemment, est-ce que vous êtes certain que ça marche? Je la pratique moi-même. C'est-à-dire dans mon mais ça, livre, c'est pas... J'explique que c'est la méthode que je recommande, mais encore une fois, vous n'avez pas compris. Et vous, alors, soit vous faites semblant de ne pas comprendre, soit vous n'avez vraiment pas compris la différence entre la vulgarisation et la science et la recherche fondamentale. Je considère, c'est exactement comme votre question est équivalente à Idriss Aberkan, avez-vous testé les listes de lecture que vous proposez? Oui, dans une publication, par exemple dans un journal féminin, ça m'arrive d'intervenir dans ces journaux. Vous aviez dit que vos 10 livres préférés étaient les suivants. Mais l'avez-vous testé scientifiquement? Votre question est un non-sens scientifique. C'est-à-dire, je recommande la méthode SENHELP est une méthode par laquelle je déclare que quelqu'un qui voudrait s'intéresser à la psychologie cognitive expérimentale devrait s'intéresser en priorité absolue à ces expériences-là et à ces considérations-là. Je déclare que ma liste d'expériences de psychologie cognitive expérimentale, de neurosciences les plus importantes, à toujours avoir à l'esprit et à pratiquer dans leurs conclusions, c'est exact. Pratiquer dans leurs conclusions. Oui, la thérapie cognitive recommande d'avoir une subjectivité limpide, elle ne l'appelle pas comme ça, mais je l'appelle en vulgarisation comme ça. Eh bien oui, je considère que c'est une pratique qu'il faut réaliser. Mais encore une fois, c'est dans la thérapie cognitive. Demandez, interrogez quelqu'un qui fait de la thérapie cognitive si la pratique de la subjectivité limpide est délétère, mauvaise ou en tout cas inconséquente. Mais encore une fois, je fais une liste de lecture, exactement comme quand je prépare un cours. Je prépare un cours de géopolitique, et puis je dis, voilà, vous devriez lire Le Grand Échiquier de Zbigniew-Brzezinski. Avez-vous une preuve scientifique de ce que Le Grand Échiquier de Zbigniew-Brzezinski a sa place dans la littérature géopolitique d'Idriss Aberkan? Pardonnez-moi, Alix, mais l'hôpital, c'est exactement
l'équivalent argumentatif de la question que vous venez de me poser. À la différence près que quand on lit un livre, on n'a pas une promesse de bien-être à la sortie. Enfin, je veux dire, c'est quand même l'objectif. Si je paye pour votre conférence, c'est l'objectif. Vous parlez de quelle conférence déjà? Parce que la conférence… Mentorship, celle qu'on vous a indiquée. Comment? Ce n'est pas une conférence, c'est une formation. Donc là, attention, ce n'est pas une conférence. Vous disiez que vous avez assisté, donc j'ai posté une conférence sur YouTube, elle est gratuite. Bon, les places physiques étaient payantes, mais entièrement gratuites. Et c'est une conférence. Maintenant, bien sûr, concernant une formation, bah oui, vous avez une promesse à la fin quand vous faites une liste de lecture. Je veux dire, lisez Le Grand Échiquier de Zbigniew-Brzezinski, lisez l'ère technétronique de Zbigniew-Brzezinski toujours, lisez Kissinger, lisez avec précaution William Engdahl, et vous aurez une meilleure connaissance en géopolitique. Oui, c'est la promesse. Pardonnez-moi, c'est vrai. Non, mais alors, c'est vraiment pas pour… laissez-moi finir. Mais si vous dites, je dis d'une part, il est démontré scientifiquement que quand vous connaissez certaines expériences scientifiques, vous êtes moins sensible à leurs biais. Ça, c'est démontré scientifiquement. Les personnes qui connaissent l'expérience de Milgram, les personnes qui connaissent l'expérience de conformité de H, les personnes qui connaissent l'impuissance apprise, sont des personnes qui auront moins de sensibilité à ces effets. Ça, c'est démontré scientifiquement. Eh bien, j'arrive en disant d'une part, vous devez connaître ces sciences, vous devez connaître ces expériences. D'autre part, si vous les connaissez, vous aurez moins de sensibilité à leurs effets. Et en dernier lieu, si vous avez moins de sensibilité à l'impuissance apprise, votre vie va être meilleure. C'est exact. C'est exact. Et il y a plein de témoignages, mais aussi de travaux en psychologie de groupe qui confirment bien qu'il est associé subjectivement les personnes qui ont vaincu un scénario d'impuissance apprise. Je vous renvoie aux travaux d'Amy Cuddy, par exemple, mais aussi aux travaux de Charis Nixon et de tant d'autres. C'est un domaine en soi. Les personnes qui ont vécu une situation dans laquelle elles ont vaincu leur impuissance apprise se sentent mieux. C'est exact. Mais voici l'argument logique, en effet. D'une part, si vous connaissez les expériences scientifiques liées à l'impuissance apprise, vous exhiberez moins de sensibilité à ce phénomène. D'autre part, si vous avez vaincu votre impuissance apprise dans un scénario donné, vous allez le rapporter comme une expérience subjectivement gratifiante, ou comme diraient les Québécois, empouvoirante. Eh bien oui, et ça, Alix L'Hôpital, c'est scientifique. Donc, votre réponse, quand ma collègue vous demande si vous êtes certain que ça marche, c'est oui, en fait. Vous êtes certain que la méthode CNLP, elle peut marcher. Okay, voilà. Mais vous voyez, vous avez tout de suite procédé à un glissement sémantique parce que vous vous rendiez compte que vous étiez dans… C'est la question de base. Hein. Est-ce que non, mais justement, vous avez… Alors, vous n'en êtes même pas conscient, mais alors, je vous encourage à pratiquer la subjectivité limpide. Vous auriez été conscient du glissement sémantique auquel vous avez procédé. Vous avez commencé par… Donc, vous affirmez que la méthode CNL marche. Et après, vous avez… peut marcher. Glissement sémantique immédiat. Mais c'est bien, vous commencez à vous former à la rigueur argumentative. Oui, la méthode CNL peut marcher. Je considère qu'elle a marché pour moi. J'insiste, elle n'est qu'une liste de lecture d'expériences de psychologie cognitive. Je considère, oui, et je vous le répète, et c'est le sens exact de mes mots, que réviser une bonne liste de lecture en expérience de psychologie cognitive est excellent. Oui, pour le développement personnel. Excellent. Oui, je le confirme. Et c'est le conseil que je donne, en effet. Alors, on avait des questions, je crois, sur la géopolitique, le Bitcoin, etc. Non, je vais simplement revenir sur les acronymes et les moyens mémotechniques que vous utilisez, comme psychiatrie, psychon méchant et SNLP. J'imagine que vous avez connaissance des différentes études qui, justement publiées en neurosciences, qui montrent que quand on fait une présentation, qu'on a un discours et qu'on montre des images du cerveau ou qu'on parle du cerveau, déjà ça montre que l'auditoire est beaucoup plus intéressé par ce que la personne dit. Et dans le même sens, quand on utilise des termes scientifiques ou des acronymes ou des moyens mnémotechniques, il se passe à peu près le même phénomène, c'est-à-dire qu'on intéresse un peu plus notre auditoire. Je me disais que vous deviez connaître ces différentes études-là. Je voulais savoir si vous les utilisez, vous les appliquez dans votre formation. Quand vous utilisez justement psychiatrie, psychoméchant, SNLP, est-ce que c'est fait à dessein pour intéresser votre auditoire? Alors, je ne sais pas de quelles études vous parlez en particulier, parce que ce ne sont pas quelques études, c'est un domaine entier qui a notamment servi de référence au neuromarketing.
Mais ce n'est pas seulement avec un cerveau, vous pouvez convaincre un auditoire par des arguments d'autorité de plein de façons, par exemple citer un scientifique. Donc j'aurais pu vous renvoyer la balle, je ne vais pas le faire, Victor Garcia, mais vous êtes conscient par exemple de ce que quand on cite des scientifiques pour à la fin ne mettre que des opinions et certainement pas des arguments rigoureux dans un article, eh bien là aussi on procède d'influence et il y a plein de travaux neuroscientifiques sur ce sujet. Comment citer des scientifiques pour appuyer des opinions qui ne sont pas des démonstrations peut être utilisé pour manipuler les masses. Je pense que vous étiez au courant, bien sûr, de cela, Victor Garcia, et je suis Bodor qu'en aucun cas vous n'envisagez d'avoir la velléité de l'utiliser dans votre article. Cependant, maintenant, concernant la question que vous me posez à moi, l'utilisation des acronymes est effectivement une vieille ficelle neuroergonomique, et j'insiste, c'est quelque chose que vous saviez déjà ou que vous auriez dû savoir. En fait, si vous allez sur Wikipédia, vous tapez « liste des moyens mnémotechniques médicaux », ce sera en anglais, hein. Vous allez sur Wikipédia, vous tapez List of Medical Mnemonics et là, vous aurez plus d'une centaine, que dis-je, peut-être 1 millier de moyens mnémotechniques différents pour retenir des procédures, retenir des éléments. Et ça, c'est tout à fait standard. Je veux dire, utiliser des moyens mnémotechniques pour que les personnes mémorisent mieux, eh bien, figurez-vous, Victor Garcia, je suis ravi de vous l'avoir appris, ça marche. Les moyens mnémotechniques sont faits pour mieux mémoriser. Oui, je les utilise pour que les gens mémorisent mieux. Maintenant, concernant Psychiatrice, là, on est dans un tout autre domaine. Mon travail est aussi celui d'essayiste. Et je vous l'ai dit, je souscris très volontiers à cette appellation, hein, essayiste. C'est quelque chose de très noble. Montaigne était essayiste. Or, en philosophie, on doit créer de nouveaux concepts. En philosophie, Victor Garcia, on doit créer de nouveaux concepts. Psychiatrice est un nouveau concept. Ce n'est pas un acronyme. Il n'y a pas PSY qui veulent dire quelque chose dans psychiatrice. On est bien au clair là-dessus. Ce n'est pas un acronyme. C'est un néologisme, on est d'accord. Oui, merci. Mais oui, mais donc justement, ne le rangez pas dans la catégorie. Vous avez peut-être fait une prépa littéraire, je ne sais pas. Ne le rangez pas dans la catégorie des acronymes. Ce serait ou incompétent ou malhonnête. Psychiatrice est un nouveau terme, en effet, exactement comme les nouveaux termes qui sont inventés dans Derrida ou dans Deleuze ou dans Foucault, hein, concernant la rémanence ou concernant l'image-temps, l'image-mouvement. Ce sont des néologismes, ça aussi. Quand on est essayiste, Victor Garcia, on doit créer de nouveaux concepts. Sinon, on ne produit seulement, c'est pas mauvais en soi, mais on ne produit qu'un document de vulgarisation. Moi, je fais de la vulgarisation, mais aussi des essais, ce qui est beaucoup plus exigeant, parce que dans un essai, vous êtes tenu à la création de contenus originaux et vous êtes tenu à la création de concepts originaux. Le concept de psychiatrice, en effet, je l'ai inventé, comme d'autres concepts que je cite notamment dans Libérer votre cerveau, mais aussi dans mon dernier ouvrage, Le triomphe de votre intelligence, où je parle de noétisation de la société. Là aussi, c'est un néologisme. Pardon, excusez-moi. Noétisation, grec, noos qui veut dire l'esprit, et que je compare à la mécanisation. Je dis voilà, on a eu la mécanisation à la révolution industrielle, on a la noétisation aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Ce sont des néologismes, parce que quand vous êtes un essayiste, Victor Garcia, vous devez produire de nouveaux concepts, de nouvelles idées, et quand vous arrivez à cristalliser vos nouvelles idées dans un néologisme, vous avez correctement fait votre travail. Si vous ne me croyez pas, relisez Derrida, relisez Foucault, relisez Deleuze. Excusez-moi, j'ai une question là qui me vient quand vous me parlez en fait d'expérience. Au tout départ, je reviens encore sur cette idée. Vous parliez d'arguments d'autorité et du fait que voilà, vous parlez d'arguments d'autorité. Est-ce que quand vous parlez d'expérience que des non-experts, puisque vos contenus sont à destination de non-experts. Moi, par exemple, je peux aller voir votre conférence sur Mentor Show. Est-ce que ça ne devient pas en fait un argument d'autorité lorsque c'est à destination de non-experts, même si ces expériences ont été menées, même si c'est scientifique? Est-ce que vulgariser des expériences scientifiques procède nécessairement d'un argument d'autorité? Voilà votre question. Non, pas de vulgariser, de dire qu'elles sont bonnes et applicables et qu'elles ont potentiellement un intérêt dans le bien-être. Elles le sont. Donc, d'une part, est-ce que populariser, donner au grand public des expériences, montrer au grand public l'existence d'expériences par ailleurs scientifiques et revues par les pairs, est une forme d'argument d'autorité? Alors, Alice, je vais vous répondre non, bien sûr que non. Le métier principal de la vulgarisation consiste à faire exactement ça, consiste à prendre des expériences scientifiques, reproductibles, si jamais elles sont discutables, à le dire. Oui, je le dis d'ailleurs dans tout un tas d'expériences qu'elles sont discutables. Le fait de les transmettre au public, ça s'appelle de la vulgarisation. Il n'y a pas d'argument d'autorité là-dedans. Par contre,
Faire passer une opinion qui n'est pas une démonstration, pour une analyse. Falsifier une opinion. Vous avez une opinion d'un côté. Et utiliser le mot analyse, alors que ce n'est pas une analyse, c'est une opinion. Ça, c'est un argument d'autorité. Prendre des scientifiques qu'on a interviewés dans un cadre d'opinion et qui ont publié des opinions non rigoureuses, sans argumentation réelle, sans analyse, et appeler ça une analyse, alors là, oui, vous êtes dans l'argument d'autorité le plus crasse, le plus total en effet. Mais prendre des expériences qui ont fonctionné, qui sont relues par les pairs, qui sont enseignées dans les manuels de neurosciences, et les transmettre au public, eh bien, écoutez, si vous arrivez à me montrer qu'il y a un argument d'autorité là-dedans, vous êtes soit brillant, soit déconnecté de la réalité. Mais je vais quand même partir du principe que vous êtes quelqu'un de brillant, Alix L'Hôpital. Ma question, si vous voulez, c'est que je ne vous dis pas, ça me fait penser à ce que vous disiez sur les listes de lecture, c'est-à-dire là, vous n'êtes pas en train de dire une vraie différence, c'est-à-dire que quand on parle d'une liste de lecture, il n'y a pas une promesse à la sortie, vous n'êtes pas en train de dire, si vous lisez ce livre, il va se passer ça. Non, vous lisez ce livre et voilà. Ce que je veux dire, c'est que là, vous ne popularisez pas seulement des expériences, vous ne les rendez pas accessibles seulement au public, vous les rendez accessibles en promettant un effet très particulier sur le bien-être et le développement personnel. Pardonnez-moi, mais est-ce que vous m'avez écouté parce que vous me demandez de refaire la réponse précédente? Alors, je vais la refaire, il n'y a pas de problème. Normalement, dans une interview, moi, je partais du principe que vous notiez ce que je vous dis et puis que vous l'écoutiez, parce que vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes des journalistes tout de même, vous avez une carte de presse. Donc, quand vous m'interviewez, normalement, vous ne me faites pas répéter la même réponse à la même question tournée autrement. Alors, je vais vous le répéter quand même, il n'y a pas de problème. De toute façon, on est enregistré, vous enregistrez aussi, et vous pouvez vérifier que j'ai déjà répondu à cette question. D'une part, il est démontré que les personnes qui ont une connaissance, une culture générale, ne serait-ce qu'une culture générale, de l'existence des biais d'expérience, comme l'expérience de la prison de Stanford, comme l'expérience de conformité de H, comme l'impuissance apprise de Charles Nixon, exhibent moins de sensibilité à ces biais cognitifs. Il est démontré, je vais donc vous le répéter, il est démontré que quand les gens connaissent l'existence de ces expériences, voire même leur narration, leur exécution, ils sont moins sensibles aux biais que ces expériences mettent en valeur ou soulignent scientifiquement, d'une part. D'autre part, il est démontré que les gens qui brisent leur impuissance apprise le rapportent comme une expérience empouvoirante, pardonnez-moi de ce nouveau néologisme montéréggien. Donc, d'une part, si jamais vous étudiez des expériences de conformité et autres, vous allez être moins sensible à leurs effets. D'autre part, si vous êtes libéré des biais cognitifs, oui, alors je le déclare, je le souscris, je le revendique. Si vous vous libérez de certains biais cognitifs, vous allez être plus heureux. Oui. Et d'ailleurs, c'est exactement normalement ce que disent vos amis zététiciens, Victor Garcia. Ils vous disent que si vous vous libérez de... J'ai pas d'amis zététiciens, encore une fois, ce serait bien d'arrêter d'insister. Ça, c'est votre déclaration, mais vos relations sur Twitter démontrent le contraire, Victor Garcia. Des relations sur Twitter, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis des personnes, parce que je suis journaliste scientifique, donc je suis un grand nombre de personnes. C'est votre opinion, et c'est la façon dont vous vous... Non, c'est pas une opinion. En effet. C'est pas une opinion, c'est des faits. Je suis un votre journaliste opinion, scientifique. donc vos liens avec les zététiciens n'ont aucun impact sur votre neutralité, c'est votre déclaration. J'en prends bonne note, Victor Garcia. Quoi qu'il en soit, vous connaissez ces personnes et vous savez qu'elles font exactement, mais littéralement, le même constat, c'est-à-dire qu'elles déclarent à leur audience, si vous vous libérez des biais cognitifs, vous allez être plus heureux, vous allez vivre mieux, vous allez être un humain plus rigoureux, plus intelligent, moins sensible aux escroqueries, etc. Et c'est tout à fait exact. Si vous vous libérez des biais cognitifs, vous allez être moins sensible à tout un tas de situations qui peuvent être douloureuses psychologiquement pour vous. Donc, Alix L'Hôpital, je reprends l'argumentaire, je le reprends lentement, comme ça je n'aurai pas à le répéter. D'une part, quand vous avez une bonne culture générale des expériences scientifiques sur les biais cognitifs, vous exposez moins de biais, toutes choses égales par ailleurs. D'autre part, quand vous vous libérez des biais cognitifs, vous avez tendance à vous considérer subjectivement comme plus heureux. Et figurez-vous que je ne suis pas le seul à le dire. Donc oui, avoir une méthode qui vous permet de pratiquer les résultats de certaines expériences, ou au minimum de les avoir à l'esprit, et que ces expériences vous libèrent de biais cognitifs, eh bien oui, je revendique que cela va faire de vous quelqu'un de plus libre, parce que se libérer des biais cognitifs, c'est devenir plus libre, et c'est précisément pour ça que mon ouvrage s'appelle « Libérer votre cerveau » et qu'il termine par cette fameuse méthode SENHELP, Alix L'Hôpital. Est-ce que cela répond à votre question? Oui. Merci. On a regardé les chiffres sur Edistats, mais je voulais les confirmer avec vous. Sur le nombre d'exemplaires de Libérer votre cerveau que vous avez vendus, on a trouvé 135 000 pour l'édition, la grande édition chez Robert Laffont, et 130 000 pour l'édition Pocket, ce qui nous amène à 265 000 et quelques exemplaires vendus. C'est correct?
Alors écoutez, je ne sais pas, parce que je ne suis pas du tout le nombre d'exemplaires vendus en francophonie, parce que là, vous parlez des exemplaires francophones. En France, oui, tout à fait. En francophonie, pas en France. Là, les chiffres que vous avez, puisque vous avez beaucoup de pays maghrébins qui doivent d'abord acheter les livres en bloc. Et donc, dans ces chiffres-là, vous avez aussi le Maghreb, très certainement. Donc, oui, je pense que c'est à peu près dans ces eaux-là. Cela dit, le bouquin a été traduit en chinois, en coréen, en néerlandais, en italien, en espagnol, en russe et en grec, je crois aussi, je ne sais plus. Donc là, ça fait plus d'exemplaires, en effet. Ok. Est-ce que vous souhaitez communiquer, ne serait-ce qu'une fourchette, par rapport aux gains que ça vous permet d'avoir, les revenus que ça a généré pour vous? Alors, bien volontiers. Fondamentalement, sur un livre vendu, le livre se vend à 20 euros à peu près, je dois toucher autour de 1 euro. Et donc 1 sur 20, le reste va au libraire, etc. Donc ce livre a fait gagner énormément d'argent au libraire et bien sûr à l'éditeur, c'est normal, vu le travail de promotion qu'il a fait, il mérite d'avoir sa part. Maintenant, si on considère les droits d'auteur consolidés par an, j'ai fait le calcul, hein, on est sur à peu près 4% des subventions que touche l'Express chaque année. Donc je vous laisserai faire le calcul. C'est Bah, pas c'est la un question, je veux chiffre. juste savoir si Non, ça mais vous c'est la a. réponse en tout cas. C'est-à-dire, vous m'avez demandé en termes d'argent. Moi, je vous réponds oui. Je vous donne très spécifiquement, mais très exactement, je vous donne la quantité d'argent que génère Libérer votre cerveau à l'international. J'inclus les ventes étrangères, etc. Et de ce que j'ai regardé, par an, depuis sa publication en 2016, Libérer votre cerveau a généré, pour moi, après, évidemment, il y a le fait que je fais des dons et que ce n'est pas l'argent que j'utilise moi directement. Mais bon, partons du principe qu'il est pour moi. J'aurais pu m'acheter une Ferrari ou que sais-je avec, ou quelque autre truc complètement inutile. Eh bien, c'est à peu près 4% des subventions que touche votre marque de presse de l'État français, donc de l'argent des contribuables français, chaque année. Donc, je pense que c'est tout à fait modeste et vous en conviendrez bien volontiers, vous aussi, n'est-ce pas? Vous cumulez aussi plus de 31 millions de vues sur YouTube, donc votre chaîne assez suivie, assez importante. Pareillement, est-ce que vous pouvez nous indiquer à peu près une fourchette de ce que ça vous rapporte en termes de revenus? Alors là, on est moins, on est sur autour de 2% des subventions que touche l'Express chaque année, hein, en termes d'unité express, quoi, d'unité subvention express. 2% à peu près, mais ce n'est pas ce que je touche, attention, puisque vous avez toute une équipe derrière, hein. Il faut faire du travail de veille, il faut faire le montage, il faut acheter du matériel, etc. Donc là, YouTube, honnêtement, enfin, moi, je ne suis pas YouTuber, hein, donc je ne peux pas vivre de YouTube. En aucun cas, je ne pourrais pas vivre de YouTube et je n'en vis pas. En D'accord. aucun cas. Vous êtes combien d'ailleurs dans la chaîne? Bah, j'ai énormément de collaborateurs parce que j'ai des personnes qui font de la veille, j'ai des personnes qui… mais ce ne sont pas des collaborateurs constants. C'est-à-dire, une fois, j'envoie pour le montage d'une vidéo, une autre fois, j'ai besoin d'avoir un mémorandum sur un sujet donné, une autre fois, j'ai besoin de conseils en photographie. Enfin, c'est un écosystème de personnes en freelance, quoi. Mais voilà, donc quelque part, alors les bonnes années, quelque part entre 2 et 4% par an. Alors, si on faisait la moyenne, ce serait entre 1 et 3%, mais ma chaîne YouTube maintenant monte. Mais quelque part entre 2 et 3% des subventions que touche l'Express chaque année, ouais, en effet. D'accord. On Et est donc, sur un centi express. Si on devait faire une unité de mesure, vous savez, j'aime bien ces néologismes, il y en a plein dans mon livre Libérez votre cerveau. Bah, on est sur 2 centi express à 4 centi express en termes d'argent annuel généré. Ouais. et même question concernant les formations. Alors, je ne sais pas si vous avez pu faire le lien entre les différentes, mais disons qu'avec Mentor Show, Bedouba, Scanderia, les trois plateformes sur lesquelles on a pu trouver vos différents cours, d'ailleurs qui ne sont pas forcément que du développement personnel, hein, il y a des cours sur divers sujets, mais est-ce que vous avez à peu près une idée de ce que les formations peuvent vous rapporter? Alors, concernant Mentor Show, j'ai pris mes distances avec eux au regard de différentes pratiques et notamment parce qu'ils avaient diffusé sans mon autorisation un webinaire. Donc, je n'ai pas touché d'argent de Mentor Show depuis très longtemps concernant ces formations que vous citez. Sur Bibouda, on est sur des formations qui sont vraiment faites pour les entrepreneurs en général. Donc là, c'est encore moins, même si je suis très très fier des formations qui ont été faites sur Bibouda, notamment en politique, en géopolitique, discipline que j'ai enseignée 7 ans à l'école centrale Paris, devenue centrale Supélec. Donc là, on est sur des chiffres. Alors là, en express, on serait au milli express, hein. Même pas. Annuel, ouais, on est de l'ordre du milli ou du centi express. Allez, si on est à 1 centi express sur toutes les formations consolidées, c'est vraiment le bout du monde. Ok, et on a une dernière question.
Ah bah, il y en avait plein dans ce que vous m'aviez transmis. Il y avait le Bitcoin, il y avait la géopolitique, il y avait… Oui, mais on a malheureusement des impératifs professionnels, donc on va un petit peu abréger. Bon, alors, je vais quand même y répondre rapidement. Alors, vous m'aviez demandé dans ces questions, est-ce que j'avais une expertise particulière sur les crypto-monnaies? Vous ignoriez de toute évidence que j'ai publié une étude sur le chiffre de Bocard dans la revue Mathématiques. Le chiffre de Bocard qui est donc un moyen d'obtenir un proof of work. Donc là, encore une fois, c'est comme pour la neuroergonomie, hein. Il n'est absolument pas nécessaire d'avoir publié dans des revues à comité de lecture pour être compétent sur le Bitcoin. Comme l'immense majorité des experts du mouvement cypherpunk n'ont pas publié dans des revues à comité de lecture. Mais en ce qui me concerne, c'est le cas. J'ai publié, vous allez dans la revue Mathématiques, c'est un ouvrage, un article qui a été énormément téléchargé d'ailleurs. J'ai publié une analyse du chiffre de Bocard dans le cadre de mes travaux sur la conjecture de Collatz. Et donc, en effet, au-delà du fait que j'ai été éditorialiste au Point, la revue concurrente, bien sûr, de la vôtre, et que j'ai parlé du Bitcoin abondamment pendant plusieurs années, et que j'ai fait des formations, bien sûr, pour des entreprises aussi et des conférences, j'ai aussi publié dans des revues à comité de lecture concernant des proof of work et des systèmes de chiffrage applicables immédiatement à la crypto-industrie. Comme ça, au moins, le record aura été parfaitement straightened concernant cette question-là aussi. Très bien. Concernant entre le moment où on vous a contacté, où on vous a envoyé cette demande d'interview, et aujourd'hui, vous avez publié le tweet suivant. Ça fait longtemps que je n'ai pas été attaqué par une marque de Patrick Drahi. À votre avis, après vous posez un sondage, quelle sera la plus grosse mythomanie enfin, non, je cite, à votre avis, la prochaine grosse mythomanie viendra de quelle marque? Express, Libération, BFM ou RMC? Est-ce que ce tweet nous est adressé? Et est-ce qu'on doit en comprendre que vous estimez que cette interview a lieu parce que Patrick Drahi, auquel on n'appartient plus depuis 2009 d'ailleurs, nous mandate… Attendez, oh là là, hop, stop. L'Express n'appartient pas au groupe Altis? Non, c'est ça que vous êtes en train de me dire? À Monsieur Veil qui a racheté l'Express. Ouais. Donc l'Express n'a plus aucun lien d'intérêt ou aucun lien. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'on appartient à Monsieur Veil. D'accord. Alors je vais vous le répéter. Qui est l'actionnaire principal. Selon vous, l'Express n'a aucun lien direct ou indirect avec Patrick Drahi. C'est ce que vous venez de dire? Non, c'est absolument pas ce que je viens de dire. Merci. Je dis que l'actionnaire principal, c'est Monsieur Alain Alors, Veil. ça ne change absolument Plus rien. Patrick Drahi. Que l'actionnaire principal soit Monsieur Veil ou pas, ça ne change absolument pas le fait que vous avez des liens d'intérêt considérables avec Patrick Drahi et que vous avez fait l'objet de financements opaques via le Panama, d'après Didier Maisto, un confrère. Et au point d'ailleurs que certains syndicalistes ou journalistes syndiqués chez vous on dit que vous n'étiez plus l'Express, mais l'Express en 2 mots, avec un tiret entre les deux. Ça, ce sont les faits. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce que ce tweet vous était adressé? Mais vous avez déjà la réponse dans le tweet, que ce tweet est un sondage, Victor Garcia. Et dans ces sondages, eh bien, vous avez à la fin le résultat, 24 heures après. Et le résultat a montré absolument sans embâche que mon audience considère que la probabilité qu'une grosse mythomanie à mon égard soit publiée relèverait davantage, bien davantage d'ailleurs, de BFM TV que de vous. Donc, pardonnez-moi, mais ne vous prenez pas pour le centre du monde. Ce sondage est un sondage et ma communauté, avec plus, je crois, de 100 000 personnes qui ont vu ce sondage, a voté pour BFM TV. Maintenant, concernant des mythomanies… Je ne vous demande pas ce que pense votre communauté. Attendez, laissez-moi répondre à votre question. Vous me posez une question. Concernant le mot mythomanie, eh bien, je vous rappelle qu'il a été publié dans vos colonnes un article qui a fait l'omission de ce que j'avais publié la totalité de mes diplômes sur mon site avant sa publication et même avant son écriture. Et ça, c'est de la mythomanie, mon cher Victor Garcia, parce que d'après Lord Tennyson, le pire des mensonges est la demi-vérité. Quand vous cachez une vérité parce qu'elle… Vous parlez de quel article? Laissez-moi finir. Quand vous cachez une vérité parce qu'elle n'arrange pas votre article, eh bien là, vous procédez d'un mensonge et d'un mensonge aggravé. Or, quand vous publiez un article sur moi qui omet sciemment, délibérément, de donner l'information essentielle, journalistiquement parlant, comme la charte de Munich vous y oblige d'ailleurs, pas légalement, mais moralement, déontologiquement, la charte de Munich vous oblige à diffuser ce genre de vérité factuelle. Et quand vous ne le faites pas, que cette vérité c'est… Idriss Aberkan a publié tous ses diplômes sur son site depuis très longtemps, et vous avez les photocopies. Et donc, si vous pensez que certains sont faux, vous devez vous adresser aux autorités qui les ont émises, et vous devez éventuellement porter plainte pour faux et usage de faux, voire emmener Idriss Aberkan aux assises. Eh bien là, vous commettez un mensonge. Le synonyme de mensonge étant mythomanie, je reste en effet sur cette position. Vous parlez de quel article qui a été publié? J'ai répondu à votre question.
Vous citez un article, mais vous dites un article, il y en a J'ai plusieurs. répondu à votre question, Victor Garcia. D'accord. Donc, s'il y a un article, mais obscur, on ne sait pas, il y a un article qui relève de la mythomanie dans les pages de alors, l'Express. si c'est obscur, ça veut dire que vous avez dû faire un nombre incroyable d'articles sur moi pour que ce soit obscur. Parce que normalement. Moi, je n'ai jamais rien écrit sur vous. Alors, non, mais je ne parle pas de vous, mais je comprends du coup que vous ayez du mal à trouver mes propres articles sur Google Scholar si vous n'êtes même pas capable d'aller retrouver un article qui parle de moi dans l'Express. Question suivante. C'est tout pour nous. Eh ben, Alix, c'est bon pour toi aussi? C'est bon. Ok, donc je vous répète ce qu'on s'est dit en début d'enregistrement, qui est que on a accepté que cet entretien soit enregistré pour que vous ayez l'assurance qu'on écrira, que les citations qu'on utilisera de cet entretien soient exactement celles que vous nous avez dites. On n'a pas du tout accepté, que ce soit par mail ni là lors de notre entretien, ce soit diffusé sur YouTube, je vous Twitter, répète que malheureusement, je n'ai cure de votre acceptation. Au mieux, si vous êtes légalement tenu pourtant. Alors, on pourra le voir. Je vais consulter cela légalement. Après tout, vous avez tout à fait le droit de me mettre la puce à l'oreille, ce faisant. Mais bon, quand vous écrivez un sujet journalistique sur quelqu'un, après tout, vous avez le droit d'écrire sur quelqu'un sans qu'il soit d'accord. On est au clair avec ça, Victor Garcia. Si vous ne voulez pas qu'on utilise les citations dans notre article, vous pouvez nous le signifier. On n'utilisera pas cet entretien dans notre article. Non, mais moi, en tout cas, je vais utiliser cette interview, évidemment. Maintenant, si vous voulez, je peux volontiers biper vos noms. Est-ce que ça vous irait? En fait, je suis assez clair et je me répète là-dessus. On n'a pas donné notre accord pour que cet entretien soit publié sur aucune plateforme, que ce soit des réseaux sociaux. Oui, mais bon, c'est de l'investigation. Donc, vous avez donné cet accord pour que cet entretien soit enregistré. Et moi, je fais une investigation. En cas de problèmes légaux, effectivement, si jamais vous n'étiez pas d'accord avec ce qu'on écrit, au cas où vous nous accusiez de transformer vos propos ou quoi que ce soit, donc pour vous rassurer, je vous accuse de tronquer mes propos, et dans la troncature est absolument certaine. Cette interview a duré 1 heure, vous n'avez pas rapporté tous mes propos. Or, dans la troncature, il y a 1001 façons de commettre des mythomanies aggravées selon Lord Tennyson. Donc, évidemment que j'ai besoin de cette interview. Évidemment que je n'attends pas la moindre pratique déontologique de votre part. Je connais votre publication. Mais malheureusement, je dois vous confirmer que je n'ai cure de votre autorisation. Je fais une enquête sur vous et j'entends bien publier le résultat de cette enquête. D'accord, sans notre autorisation. Je biperai vos noms volontiers, il n'y a pas de problème. Voulez-vous que je bipe vos noms? Ce n'est pas une question de biper ou pas, c'est une question, en fait, vous n'avez pas notre accord pour diffuser ça de quelque manière, en fait. Vous pouvez le garder pour vous, il n'y a aucun souci. Alors, écoutez, vous avez, je crois… mais on n'a jamais accepté qu'il y ait une diffusion. Vous avez l'email de mon bureau, je crois. Tout à fait. Voilà. Eh bien, prenez votre jurisconsulte préféré et envoyez votre argument légal au bureau. Très bien. Je vous souhaite une bonne journée. À vous aussi.